Hey! Salut les résilients! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui va parler de l'attachement désorganisé, que l'on appelle aussi l'attachement chaotique. Donc, petit rappel, les troubles de l'attachement ne sont pas des maladies graves et encore moins des maladies irréversibles, on va dire ça comme ça. Donc, si vous vous rendez compte que vous avez un trouble de l'attachement, peu importe lequel, surtout n'éprouvez pas de culpabilité. Souvent, ça se fait dans l'enfance, à notre insu, c'est pas de notre volonté personnelle. Et surtout, gardez en tête que même si ça peut être difficile, tout peut être transcendé, tout peut se guérir, donc voilà. Alors, j'ai pris quelques notes, donc je m'excuse hein, si par moment je vais regarder mes notes, c'est juste que j'ai pas envie d'oublier des choses. Donc pour commencer, ce trouble de l'attachement donc touche 5% de la population environ. Alors je ne sais pas comment ils ont fait pour calculer ça, mais voilà, c'est des statistiques. Donc c'est un mélange très étrange entre l'attachement anxieux, donc une hyperactivation émotionnelle, et l'attachement évitant, donc une désactivation ou une minimisation émotionnelle. Alors, tantôt les émotions sont très vives, imprévisibles, voire violentes. Tantôt, les émotions vont être faibles, minimisées, voire totalement inexistantes. C'est-à-dire que la personne peut avoir le regard dans le vide, avoir vraiment... on peut avoir cette impression que vraiment elle a aucune émotion, voire pas d'empathie du tout, ça fait froid dans le dos. Elle peut sembler vraiment complètement déconnectée. Alors pourquoi cette succession de troubles de l'attachement? Alors qu'est-ce qui se joue? Donc déjà, il y a le niveau de stress. Alors s'il n'y a pas de stress ou un peu de stress ou du stress modéré, en général, la personne va manifester une dominante. Donc ça peut être soit une dominante du comportement anxieux, soit du comportement évitant. En général, toute personne, même désorganisée, chaotique, va avoir une dominante. Par exemple, moi, j'ai construit un attachement chaotique, mais avec une dominance quand même anxieuse. C'est-à-dire qu'en fonction des situations, de mon état intérieur personnel, eh bien, je manifestais plutôt l'un ou plutôt l'autre, mais de manière générale, j'avais plutôt un attachement anxieux. Je l'ai toujours parfois un peu, hein. C'est vraiment l'affaire de toute une vie, en fait, pour guérir ça. Mais le fait d'en prendre conscience et de travailler dessus, vraiment, ça peut vraiment vous apaiser. Voilà. C'est pour ça que pour moi, c'est un sujet très important. Et c'est vraiment... ça me tient à cœur de vous partager tout ça. Donc on a le niveau de stress avec une dominante. Alors, il y a des personnes qui n'ont pas vraiment une dominante prédéterminée, mais qui, selon une situation, vont développer une dominante ou plutôt une autre. Donc, jusque-là, elles vont avoir un trouble de l'attachement, mais qui va être plutôt stable et organisé. Donc, s'il y a vraiment un très très gros stress, très intense, la personne peut vraiment se dissocier, et alors soit elle va vraiment basculer dans une crise émotionnelle très intense, qui sera plutôt en rapport avec... qui est plutôt l'expression vraiment poussée à l'extrême de l'attachement anxieux, ou alors elle pourrait se figer, se paralyser, être vraiment en état de sidération, voilà. Et là, c'est plus poussé à l'extrême, un symptôme, on va dire, une façon de manifester son attachement évitant. Voilà. On peut aussi manifester l'un ou l'autre selon la blessure qui est activée. En général, alors je dis bien en général parce que parfois c'est plus complexe que ça, mais c'est juste pour vous donner des petits repères. Par exemple,
si une situation, une personne va appuyer sur votre blessure d'abandon, il est probable que votre réaction, en tout cas intérieure, parce que alors, intérieure, ça a une grande importance, on verra pourquoi tout à l'heure. Donc, ça va activer intérieurement votre blessure d'abandon et souvent, ça active donc une dominante anxieuse. Par contre, souvent, c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent comme ça, si une situation ou une personne active votre blessure de rejet, on aurait plutôt tendance, justement, à manifester, intérieurement en tout cas, un trouble de l'attachement plutôt évitant. Alors, pour moi, le troisième critère qui joue, c'est l'exposition à l'autre. Alors pour moi, c'est le masque que l'on choisit. Je ne sais pas s'il y a des gens qui en parlent, mais moi j'ai remarqué que parfois, il m'est arrivé d'être en attachement anxieux et d'avoir tellement l'envie, le besoin de le cacher que j'adoptais le masque de l'attachement évitant. Alors qu'au plus profond de moi-même, j'étais mais envahie par l'anxiété de perdre l'autre, c'est vraiment, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a ce qui se passe à l'intérieur et ce qu'on veut bien montrer, et parfois c'est totalement différent. Parfois c'est en alignement, parfois c'est différent. Donc, et c'est en cela en fait que vraiment cet attachement est désorganisé, parce que c'est pas parce qu'en fait ça peut changer successivement, mais c'est aussi parce qu'il y a une grosse différence entre ce que la personne ressent à l'intérieur et ce qu'elle va montrer à l'extérieur. Certains diront que ma façon de réagir, c'est simplement un attachement évitant, et que c'est pas parce qu'à l'intérieur il y a des émotions qu'on ne le montre pas que c'est forcément anxieux, que c'est plutôt évitant justement parce qu'on cherche à cacher à l'autre. Mais moi je pense que parfois on est d'une certaine façon et on a tellement peur de montrer à l'autre parce qu'on est fier, parce qu'on a notre fierté entre guillemets, bien sûr, parce qu'on a peur de montrer à l'autre notre vulnérabilité. Et on préfère brouiller les pistes quelque part, pour ne pas que... Parce qu'en fait, il y a une très grande peur, c'est d'être trahi. Et donc, c'est d'exposer la vérité. Et on se dit qu'en brouillant les pistes, on pourra se préserver. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse, parce que la personne, elle va rien comprendre. La personne, elle va ressentir qu'il y a un attachement anxieux quelque part, si elle est un petit peu attentive. Mais elle va voir aussi que, si elle est un petit peu attentive, que vous manifestez tout l'inverse. Et le pire, c'est si elle n'est pas alerte et attentive. Là, elle ne va rien comprendre. Elle va vraiment avoir l'impression que c'est vous qui la trahissez. Donc voilà pour moi, à mon avis, les 3 critères, les 3 paramètres en fait, qui vont faire que l'attachement de la personne va être plutôt désorganisé, chaotique. Donc ces personnes ont une fenêtre de tolérance plus réduite que la moyenne. Donc la fenêtre de tolérance, c'est l'adaptabilité, la résistance au stress de la vie, la capacité de récupération, etc. Et en général, eh bien, cette fenêtre de tolérance, elle a été maintes et maintes fois mise à mal, et donc elle peut être, si la personne n'a pas fait de travail sur elle, ne s'est pas réparée, à ce moment-là en tout cas, donc tous les descriptifs là, c'est par rapport aux gens qui n'ont pas fait un travail sur eux, attention, parce que justement on verra plus tard, peut-être dans cette vidéo ou dans une autre, que des personnes qui ont des troubles de l'attachement, quand elles en sortent, elles ont, surtout ceux qui ont un attachement désorganisé, ont une capacité de résilience énorme. Donc, excusez-moi, fin de la parenthèse. Mais tant qu'elles n'ont pas fait un travail sur elles, elles ont une fenêtre de tolérance qui est extrêmement réduite. Elles peuvent facilement être stressées, c'est souvent des gens qui sont assez angoissés, qui peuvent être spasmophiles, qui peuvent développer vraiment des affections psychologiques, voire psychotiques graves, comme donc des dépressions très profondes, de la bipolarité, de la schizophrénie, des attaques de panique, etc.
Ce sont des personnes qui donc, si elles ont une fenêtre de tolérance plus réduite, heu, vont être très réactives. C'est des gens qui sont assez susceptibles, c'est-à-dire qu'ils vont avoir facilement, ils vont avoir une distorsion de la réalité. Ils vont mal prendre ce que les autres vont dire et du coup, ils vont surréagir parce que ce que leur a appris la vie, c'est qu'il fallait se défendre pour survivre. Donc c'est des gens qui sont souvent et susceptibles et sur la défensive. Et ça, ça sert à rien de leur dire de se calmer, d'être comme ci ou d'être comme ça. En fait, pour eux, la vie, ça fonctionne comme ça. Et pour eux, c'est une question de survie. Donc ça ne sert à rien de dire à des gens qui ont ce type... Si vous croisez des gens qui ont ce type d'attachement, surtout ne leur dites pas calme-toi, sois plus léger, soit comme ceci, soit comme cela. C'est pas en passant par des critiques que vous arriverez à obtenir de ces personnes des améliorations. C'est en leur donnant votre attention, votre écoute et votre amour. Elles vont pouvoir se sentir en confiance petit à petit et là, elles vont pouvoir... Là, vous pourrez éventuellement leur dire que vous ne les jugez pas, que vous les comprenez, mais qu'elles sont réactives, qu'elles sont... Voilà. Il faut vraiment d'abord créer une ambiance vraiment une atmosphère de confiance avec ces personnes-là, avant de tenter quoi que ce soit de leur faire comprendre. Sinon, ça ne marchera pas. C'est des gens qui vraiment, pour survivre, ont construit des murs autour d'eux qui sont énormes pour se protéger, qui ont mis leur cœur dans des coffres forts parce que c'était vraiment une question de survie. Voilà. Sinon, donc, bien sûr, ce sont des personnes qui ont une estime d'eux-mêmes qui est vraiment au ras des pâquerettes, même si elles vont montrer le contraire. Parfois, elles vont montrer tout le contraire. Elles vont se montrer comme étant des personnes, voire même prétentieuses, narcissiques, etc. Mais en fait, c'est souvent un masque de protection. Alors qu'au fond d'elles-mêmes, elles se disent « Non, je suis pas assez bien, je suis pas comme les autres ». Souvent, c'est des personnes qui se disent qu'elles ne sont pas normales. Et ça fait très, très mal. Et parfois, elles l'ont entendu. Elles l'ont entendu dans la bouche des autres. Elles l'ont senti dans le regard des autres. Parce que, effectivement, elles ont pu avoir dans leur vie des comportements tellement incompréhensibles pour le commun des mortels, tellement contradictoires parfois, tellement déconcertants que, bien sûr, les autres leur ont renvoyé qu'ils n'étaient pas normales, qu'ils n'étaient pas des bonnes personnes, etc. Et donc, au plus profond d'elles-mêmes, ce sont des personnes qui ont une estime d'eux-mêmes qui est vraiment au ras des pâquerettes. Ce sont des personnes aussi qui vont avoir des perceptions des autres assez instables, qui peuvent passer de la haine à l'amour comme ça assez rapidement. Et souvent, pas toujours, mais ça peut être ambivalent, mais souvent, au moindre petit truc, ils peuvent avoir une perception négative d'une personne, pour un tout petit truc. Souvent des choses qui vont les renvoyer à eux-mêmes, en fait. Parce qu'ils ont souvent peur d'être rejetés, de ne pas être aimés, d'être trahis. Et c'est comme pour... Le fait de poser une étiquette comme ça, c'est comme si que ça les rassurait, en se disant « Bon, voilà, puisque cette personne-là, elle est comme ça, je vais pas trop m'aventurer, hein. Je vais pas trop faire ceci, je vais pas trop faire cela, toujours pour une question de survie. » Donc du coup, c'est des personnes qui vont vibrer l'instabilité, qui vont vibrer le rejet, qui vont vibrer le mal-être, qui vont vibrer la violence, la peur, et qui vont attirer des expériences qui vont en fait confirmer leur vision du monde, leur vision des autres. Et plus elles vont attirer donc des personnes, des situations de ce genre, et plus ça nourrit en fait quelque part leur mal-être, jusqu'à ce qu'un jour, elles tombent sur une bonne personne qui va vraiment comprendre les choses. Ou alors un jour, elles vont tellement souffrir, tellement en avoir marre, tellement vivre quelque chose d'extrême, qu'elles n'auront pas d'autre choix, soit de se regarder
en face, en toute bienveillance, sans se juger, soit, soit elles vont en crever, quoi. Elles vont en crever d'une manière ou d'une autre, suicide, comportements tellement autodestructeurs qu'elles peuvent en mourir, parce que c'est des personnes qui, bien sûr, en général, ont des comportements plus ou moins autodestructeurs. Elles ont souvent des addictions, elles peuvent pratiquer la scarification, elles vont avoir parfois des relations chaotiques, voire très toxiques. Parfois s'exposer, être violent, mais aussi s'exposer à la violence, à des violences des fois extrêmes. Des personnes qui vont vivre une instabilité ou des échecs professionnels répétitifs. C'est des gens qui peuvent souvent changer de travail, des personnes qui peuvent avoir vraiment du mal à trouver leur place sur Terre, en fait, parce qu'elles ont une estime d'elles-mêmes. Elles ont même pas, la plupart du temps, la légitimité d'être en vie, vous voyez? Donc imaginez la légitimité, de réussir dans la vie, d'avoir de l'argent, d'avoir, des relations épanouissantes. Elles n'ont pas déjà la limité d'être en vie pour beaucoup d'entre elles, donc voilà, c'est très compliqué. Des personnes aussi, c'est des personnes qui vont développer des troubles, de l'alimentation, comme la boulimie vomitive, l'anorexie, etc., qui vont souvent mal se nourrir parce qu'elles n'ont pas d'estime d'elles-mêmes. Et puis des fois, elles ne savent pas aussi. C'est parfois des personnes qui sont issues de familles qui n'ont pas toutes ces connaissances, qui ne leur ont pas appris à prendre soin d'eux, tout simplement. Donc c'est souvent des personnes qui ne prennent pas soin d'elles, ou en tout cas pas totalement. Pas ce dont elles auraient besoin toujours. Voilà, et comme je le disais tout à l'heure, malgré tout ça, ce sont des personnes qui, à partir du moment où elles vont se rendre compte de tout ça, où elles vont pouvoir faire un travail sur elles, ce sont des personnes qui sont très, très résilientes. Aussi contradictoires que cela puisse être. C'est des personnes qui ont un enthousiasme, un amour de la vie qui est très puissant. C'est des gens passionnés, qui est latent, et qui ont une rage de vivre, de comprendre les choses, de guérir et puis de partager. C'est souvent des personnes très sensibles qui, lorsqu'elles se seront un peu apaisées, vont pouvoir mettre leur passion, leur empathie au service des autres. Même si au départ, elles montrent tout le contraire pour se protéger parfois. Donc alors maintenant, on va voir comment ce trouble de l'attachement se crée. Alors comme certains ont déjà pu le deviner, eh bien, ça se développe dans l'enfance et surtout, en général, on a au moins un des 2 parents qui a un attachement désorganisé. Au moins un des 2 parents a, potentiellement donc des troubles psychologiques, voire psychiatriques. Donc, comme je le disais tout à l'heure, bipolarité, schizophrénie, voilà, ce genre de choses. Parfois, on a des parents qui ont des addictions qui sont très graves, alors qui vont le montrer ou pas aux enfants, parce que parfois ça se fait dans le dos, mais en fait, l'enfant n'a pas besoin toujours d'être exposé à ce qui dysfonctionne. Parfois, il le ressent tout simplement. Ce sont des parents qui sont souvent très imprévisibles, qui ont vraiment de la difficulté à sécuriser leurs enfants. Ce sont des personnes qui sont souvent eux-mêmes assez anxieux et évitants, qui peuvent être un peu les deux, donc qui sont désorganisés, qui vont transmettre à leurs enfants l'idée que le monde est imprévisible, effrayant, dangereux. Ce sont des parents qui sont à la fois effrayés et effrayants. Effrayants parce qu'ils sont vraiment imprévisibles, ils peuvent être très calmes, évitants, ne manifester aucune émotion et d'un seul coup partir dans des colères par exemple, ou dans des émotions extrêmement vives,
et dévastatrices. Donc c'est pas toujours les 2 parents, parfois c'est un des 2 parents. Mais dans ces cas-là, surtout si les parents vivent ensemble, si l'un des 2 parents ne dit rien ou ne fait rien pour que les choses changent, eh bien, c'est comme si, je dis bien, c'est comme s'il validait ce que le comportement de l'autre parent. Donc je disais que c'est souvent un ou 2 parents qui transmettent de la peur à leurs enfants par rapport au monde et qui, en plus, ne leur transmettent pas la possibilité qu'il y a une solution pour chaque problème. Donc, non seulement le monde est peur est effrayant, pardon, mais en plus, les problèmes, n'ont pas forcément de solution. Donc, imaginez quel adulte ça peut devenir après, à chaque fois que tu as un problème, tu fais quoi? Tu tombes dans la peur, tu te recroquevilles sur toi-même, tu fuis tes responsabilités, ça peut donner ce genre d'adulte, hein, donc voilà. Alors l'enfant va donc, dans cette vie tumultueuse, développer des stratégies psychologiques alternativement. Donc soit hyperactivation émotionnelle, soit désactivation. C'est un enfant qui va vraiment développer une capacité d'adaptation énorme, mais au fur et à mesure des années, ça va vraiment, vraiment l'épuiser, psychiquement, physiquement. Ce qui fait qu'à partir d'un certain âge, sa fenêtre de tolérance, comme je disais tout à l'heure, va se réduire. C'est comme un sportif de haut niveau. Si vraiment il dépasse ses limites, eh ben, il peut vraiment s'épuiser, se blesser, voire même développer des maladies. Si vraiment il dépasse ses limites. Et en fait, la vie qu'on lui impose à cet enfant, quelque part, on lui impose de dépasser en permanence ses limites. Si bien qu'au bout d'un moment, ça arrive souvent à l'adolescence. Et puis ça perdure, parfois à l'âge adulte, hein. Ça peut arriver dès l'enfance aussi. Mais l'enfant va être, comment dire, à la moindre difficulté qui va le pousser hors des limites qu'il a gardées, parce qu'il est épuisé physiquement et psychiquement, eh bien, il peut exploser. Ou littéralement être en état de sidération, quoi. Ce sont des enfants qui sont souvent très complexes, qui sont parfois difficiles à comprendre surtout. Difficiles à calmer, à apaiser. C'est des enfants qui parfois, pas toujours, ont des difficultés scolaires. Pas toujours, parce que certains d'entre eux peuvent justement se réfugier dans les études. C'est pour eux une sorte de havre de paix. C'est le cas aussi. Mais en général, c'est des élèves qui ont des problèmes de concentration, ce qui est normal, qui sont intérieurement tout le temps sur le qui-vive, en permanence, pour plein de raisons, pas forcément. Et en plus d'un enfant à l'autre, ça peut être pour des raisons différentes. Ça peut être des enfants qui ont de la difficulté à créer des amitiés stables, durables ou saines. Parce qu'ils peuvent avoir des amitiés, mais souvent, bizarrement, ce qui est parfaitement normal en fait, logique, ils vont attirer à eux des camarades, des amis qui seront un petit peu comme eux. Et souvent, ça donne lieu à des entrechocs de blessures extrêmement profondes. Et du coup, ça passe ou ça casse, ou alors ça crée des relations qui sont pas très saines, quoi. C'est pas toujours le cas, mais de toute façon, étant donné que c'est des gens qui sont extrêmement méfiants, même s'ils se retrouvent face à une personne absolument bienveillante, ils peuvent devenir assez paranoïaques. Et ce qui est normal, puisqu'en fait, ils vivent au quotidien, quand ils rentrent chez eux, des scénarios qui les poussent sans cesse à se méfier. Donc, c'est très compliqué. Et donc, comme ils passent leur temps à s'adapter, on comprend pas trop le fil conducteur en fait de leur fonctionnement, ce qui fait qu'ils sont très imprévisibles. Alors parfois, on peut même se dire que c'est des enfants qui sont manipulateurs. Alors quelque part, oui, c'est des enfants qui vont développer une certaine forme de manipulation, mais
c'est tellement inconscient, en fait, parce qu'ils sont obligés chaque jour de d'apaiser, d'avoir un tel comportement pour apaiser l'autre ou pour pouvoir lui faire ça, lui faire dire ça. C'est tellement une question de survie que, ben, ils s'en rendent même plus compte de leur comportement puisque pour eux, c'est la vie normale et parfois, ils ont, des parents qui sont désorganisés et qui vont développer eux aussi des techniques, de manipulation, pour manipuler leurs enfants. Donc c'est très compliqué de faire la part des choses entre le comportement conscient ou inconscient de l'enfant. Et parfois on peut se dire: «Mais putain, il se fout vraiment de ma gueule ce gosse». Ouais. Mais en fait, souvent non, il se fout pas de ta gueule. C'est juste que c'est très compliqué pour lui et c'est très inconscient surtout. Ça veut pas dire qu'il faut, accepter, cautionner, hein. C'est juste que si tu penses qu'il se fout de ta gueule, non, pas nécessairement. Par contre, inconsciemment, il se passe des choses, oui, qui est de cet ordre-là, qui est d'ordre de la manipulation, de la survie, de la violence, bien sûr. Alors il y a souvent alors ça dépend de la place qu'on a dans la famille et puis ça dépend du moment. Parfois ça arrive dès qu'on est enfant, parfois ça arrive une fois qu'on est adulte. On assiste souvent du coup à une parentification de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant alors on est toujours l'enfant de ses parents, peu importe l'âge, donc c'est pour ça que je dis que ça peut arriver à l'âge adulte. Moi, ça m'est arrivé à l'âge adulte, à un certain moment donné. Et j'en veux pas du tout à ma mère, hein. Ça s'est fait comme ça parce que j'étais persuadée qu'il fallait que je la protège, qu'il fallait que je l'aide, et cetera. Enfin, peu importe. Mais ça peut arriver aussi quand on est enfant, quand on est par exemple l'aîné. Ça arrive très souvent que l'aîné va devenir le parent de ses frères et sœurs et parfois même le parent de ses parents. Et donc, ces enfants-là, en général, ils développent quand même un sentiment d'injustice qui peut être très, très fort parce que, on leur vole leur enfance quelque part d'une certaine manière. Alors on peut vous voler votre enfance de plein de manières différentes, pas nécessairement par ce phénomène de parentification, mais ça peut vraiment être un motif de sentiment, d'injustice très, très puissant. Puis aussi de la culpabilité parce que, du coup, on prend une responsabilité et souvent, on n'y arrive pas. Devenir le parent de son parent, déjà, avec toute la volonté du monde, le parent, s'il a vraiment envie de s'en sortir, il se bouge le cul. Désolée, hein, de le dire. Et en général, souvent ça marche pas. Ça marche pas vraiment. On veut aider le parent, on veut vraiment, le pousser à se dépasser, à grandir, à faire les bons choix, à retrouver des forces, et cetera. Et souvent, on n'y arrive pas. Ça se passe rarement comme dans les films, en fait, hein. Ça arrive, mais c'est assez rare, en fait. Et donc ces enfants, quand ils deviennent adultes, eh bien, ils vont continuer, souvent, à fonctionner de manière chaotique. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont avoir de la difficulté, en général, à se débrouiller seules, alors peut-être pas pour tout, mais en partie, mais qui, en même temps, vont avoir beaucoup de difficultés à demander de l'aide. Donc je vous laisse imaginer dans quel état de détresse ces personnes peuvent être intérieurement et tout ce qui va en découler, hein, tous les comportements, qui va, en découler. Donc ce sont des personnes qui ont des blessures de trahison en général très, très profondes puisque, ils se sentent tous ces phénomènes qui arrivent au sein de la famille, ils se sentent trahis. Mon père, ma mère n'auraient pas dû être comme ça. Un père et une mère, ce n'est pas comme ça. Voilà, donc ils se sentent trahis. Ils se disent que c'est leurs parents qui n'ont pas voulu forcément. Excusez-moi, il y a un faux jour, donc je vais être obligée de tourner la caméra. Ils peuvent se sentir profondément trahis et le reprocher parfois longtemps à leurs parents. Alors que souvent leurs parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu parce que eux-mêmes n'ont jamais réussi à dépasser, à prendre conscience et à dépasser ça en eux. Et donc, c'est à la fois des gens qui ont un besoin
très intense de créer des liens sains avec les autres pour se guérir et en même temps, c'est des gens qui sont dans le rejet. Donc il y a une ambivalence permanente qui fait que, on a du mal à les suivre et eux-mêmes ont du mal à se suivre. Eux-mêmes ont du mal à se comprendre. C'est des gens des fois qui se disent: «Mais je suis complètement détraqué, je suis complètement nul, j'arrive à rien». Et c'est des personnes qui ont vraiment tendance à avoir envie de passer, à l'acte, se suicider, mmh. Si elles ne trouvent pas, un peu d'apaisement, un peu d'aide, en fait. C'est des personnes qui sont souvent dans l'auto-sabotage et dans le sabotage de leurs relations, parfois même dans le sabotage des autres, de la vie des autres. Mmh. C'est des gens qui peuvent devenir, pervers dans leur comportement, carrément. Pas nécessairement, mais ça peut. Souvent, les gens qui sont pervers, ouais, ils ont un attachement complètement désorganisé. Mmh. C'est des personnes qui sont aussi très passionnées, passionnelles, qui ont l'habitude, qui ont pris l'habitude, en fait, de vivre les choses tellement intensément dans leur vie, depuis leur enfance souvent, que, lorsque c'est calme, lorsqu'elles sont dans des relations saines, calmes, sereines et bien, soit elles vont le vivre de manière suspecte, c'est très suspect, c'est bizarre, ça va pas durer, donc elles sont un petit peu sur le qui-vive et souvent ça sabote la relation. Ça finit par saboter la relation parce que l'autre ressent toute la méfiance, toute l'appréhension, toutes les peurs de l'autre et pour un peu si cette personne a une blessure de rejet, elle peut se sentir rejetée alors qu'en fait, la personne en face a juste peur que ça ne marche pas. Vous voyez? Donc ça peut être suspect, mais ça peut aussi être source d'ennui. C'est-à-dire que la personne, elle se dit: «Non mais je me fais chier ici, quoi. Moi j'ai jamais vécu comme ça», et elle peut même croire que c'est pas normal. Quand on en a pas conscience, on se dit: «Mais c'est trop bizarre, je me fais chier là. C'est trop calme. J'aime mieux quand c'est un petit peu moins trop calme». Vous voyez? Un petit peu comme Jamel Debbouze dans Mission Cléopâtre, c'est un peu ça. Donc elles vont c'est aussi des personnes qui, souvent inconsciemment, vont développer ce petit phénomène, ce petit adage du «Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis». Et ça, c'est absolument insupportable pour les autres, hein. Pour soi-même aussi, parce qu'on se dit: «Merde, quand l'autre me suit, j'ai envie de me barrer. Quand l'autre me fuit, j'ai envie de le alpaguer, quoi». Et c'est compliqué à vivre, vraiment. Et autant pour soi que pour les autres, hein. C'est des personnes qui peuvent rester très, très longtemps dans des relations qui sont dysfonctionnelles parce que souvent, elles vont attirer des personnes qui sont un peu comme elles et elles vont avoir envie de les guérir. Mais en même temps, elles vont être dans la méfiance et le rejet. Et puis, il y a tellement d'ambivalence dans ces relations, qu'elles sont explosives. Et il peut y avoir beaucoup d'amour, un très beau potentiel, mais souvent, surtout quand on n'a pas conscience, quand on ne vit pas les choses en conscience, ça peut être vraiment se transformer en entrechoc de blessures mutuelles, quoi. Et on a l'impression d'être sur le ring et ouais, d'être à la boxe sur le ring et puis chacun se met, des patates dans la gueule comme ça là, sans pouvoir trouver un terrain d'entente, en fait. Voilà. Eh bien, j'espère que je vous aurai, plutôt bien éclairé sur la question de l'attachement désorganisé. Je verrai dans peut-être, alors peut-être pas tout de suite, mais prochainement dans d'autres vidéos, les points forts, peut-être pour chaque attachement, pour chaque trouble de l'attachement ou éventuellement, des pistes en fait pour pouvoir sortir justement, pour pouvoir se guérir en fait. Voilà, écoutez, en attendant, je vous souhaite, une très belle résilience, une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les résilients! Donc voilà.